Comment choisir le bon matériel pour commencer son premier projet IoT? C'est le sujet de cette première vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Café Dev. Ce mois-ci, je vous propose de me suivre pendant la création d'un projet IoT de A à Z. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir. En 2 mots, je vais créer un cadeau connecté pour ma grand-mère afin de pouvoir lui envoyer des photos alors qu'elle n'a pas accès à Internet. Alors, si on revient sur les spécifications que j'avais établies lors de la première vidéo, qui sont donc sur le wiki du projet, on voit qu'en termes de matériel, j'avais un certain nombre de prérequis. Tout d'abord, je voulais avoir un écran, bien évidemment, pour pouvoir lui afficher des images, quelques boutons afin qu'elle puisse m'envoyer une petite réponse rapide, ou envoyer à quelqu'un de la famille une petite réponse rapide, une LED, un buzzer, finalement un moyen de l'avertir. Il y a un nouveau message qui l'attend, une nouvelle photo qui l'attend. Et puis, surtout, ça c'est un point important, un moyen de pouvoir lui envoyer des données, de pouvoir que cet objet puisse communiquer alors qu'elle n'a pas accès à Internet, elle n'a pas d'abonnement Internet, elle n'a pas de Wi-Fi chez elle. Voilà. Donc finalement, j'ai pris l'ensemble de ces prérequis, et puis on va regarder un petit peu ensemble le matériel que l'on pourrait choisir. Et quand on parle de périphériques IoT, on a souvent une vision qui est assez restreinte des périphériques IoT. On pense de suite à des Raspberry Pi, des Arduino, des cartes embarquées. Et finalement, le spectre des objets IoT aujourd'hui est beaucoup plus large que ça. On a bien évidemment des périphériques IoT vraiment embarqués avec de l'électronique. On voit ici sur l'écran, on a un ESP32. Un ESP32, c'est un microcontrôleur, et avec juste au-dessus le Raspberry Pi. Donc ça, c'est tout à fait des objets IoT, mais les objets IoT sont beaucoup plus larges. Ça peut être un téléphone portable, et on verra d'ailleurs en quoi le téléphone portable est une bonne option pour prototyper son objet IoT. Et puis on a des fois des objets IoT qui sont un petit peu plus conséquents en termes de coût, mais aussi en termes de puissance. Là ici, j'ai deux produits Intel. On a un HDMI stick, donc en fait c'est un ordinateur sous format d'un stick qui se branche directement en HDMI sur un écran, et un Intel NUC, donc c'est un mini PC mais avec un format extrêmement compact. Alors, si on prend un petit peu mes critères de notation, qui sont j'ai besoin d'un écran, j'ai besoin de boutons, d'un moyen de l'avertir et de connectivité, et qu'on compare ces différents périphériques, ces différentes plateformes IoT ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau des écrans, sur un Raspberry Pi, sur un Arduino, c'est une bonne question. Ça dépend en fait de ce qu'on va choisir. Il faudra probablement rajouter un écran externe par-dessus. Si on prend le téléphone portable, on a tout ce qu'il faut dans le téléphone, on a déjà un écran. Pour ce qui est du NUC ou du PC stick, ben là, il faudra un écran externe à rajouter par-dessus. Ça peut être un petit peu compliqué, j'ai quelques écrans dans la famille qui traînent, mais ça peut être des vieux écrans, des écrans un peu grands. Pas envie de lui mettre un 24 pouces sur sa table de nuit pour qu'elle reçoive des messages, donc ça ne sera pas forcément adapté. Ensuite, il faut un bouton. L'idée du bouton, je vous le rappelle, c'est qu'elle puisse tout simplement nous donner une réponse. Comme ça, on sait qu'elle a vu le message et elle peut nous envoyer une petite réponse parmi une liste de choix très court qu'on lui aura proposé. Alors du coup, ben, sur l'Arduino, le Raspberry Pi, ben, ça va dépendre, encore une fois, des boutons que je vais pouvoir rajouter. Sur le téléphone, ben, on a un écran entier pour pouvoir afficher des boutons, on a tout ce qu'il faut. Et sur un HDMI stick, ben, il faudra peut-être rajouter une télécommande pour pouvoir avoir ça. Il y a des télécommandes en USB sans fil qui existent, mais bon, ça fait un périphérique en plus à avoir. Après, est-ce qu'on a un moyen d'avertir ma grand-mère qu'il y a un message qui est bien arrivé? Sur l'Arduino Raspberry, encore une fois, ça dépend. Il y a énormément de possibilités, mais il va falloir ajouter un composant en plus pour pouvoir le faire. Sur le téléphone portable, on a plein de choses. On a le vibreur qui est intégré au téléphone portable, on a l'écran qu'on pourrait faire clignoter, une notification qu'on pourrait faire afficher. Donc c'est intéressant de partir sur le téléphone portable pour ça. Et pour le dernier élément, ben, je vais dire qu'on n'a pas grand chose.
finalement, il faudrait encore une fois rajouter un haut-parleur ou beaucoup d'autres choses sur un NUC pour arriver à avoir ce type. Et puis la connectivité, mais là, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut. Donc je vais mettre la connectivité de côté, je vais en reparler dans une minute, pour déjà faire un état des lieux des choix qui s'offrent à moi. Si on regarde ça, on dirait que le grand vainqueur, c'est le téléphone portable. Et en fait, j'utilise moi, quand je fais des projets IoT, énormément un téléphone portable en prototype pour ma première version du projet. Pourquoi? Parce que finalement, un téléphone portable, on a la puissance, c'est facile à programmer dessus, en tout cas assez facile quand on vient du monde du développement. Quand on est sur des Arduino ou sur des microcontrôleurs, on est souvent obligé de programmer en C, C++, même si pour certains on peut faire du Python ou on peut faire du Node.js, et du coup ça demande peut-être un petit peu plus d'apprentissage. Sur les téléphones portables, aujourd'hui, il y a suffisamment de technologies soit natives, soit cross-platform, pour s'y mettre relativement rapidement. Ensuite, on a une batterie, on a une très bonne connectivité, on a généralement du Bluetooth, du Wi-Fi, si on met une carte SIM, de la 3G, de la 4G. Et puis, on n'y pense pas assez, mais on a plein de capteurs qui sont intégrés à quasiment tous les téléphones portables ou toutes les tablettes du marché. Accéléromètre, gyroscope, température, capteur de lumière. Tout ça, c'est des choses qui sont intégrées et souvent, pour plein d'usages IoT, on peut finalement utiliser le téléphone portable comme un premier moyen de prototyper. Alors là, je ne vais pas offrir un téléphone portable à ma grand-mère. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est un petit peu compliqué, je pense, pour elle. Déverrouiller l'écran, avoir une notification, lancer l'application, c'est des choses qui sont un petit peu trop complexes. Donc je ne vais pas partir sur le téléphone portable. Revenons à la connectivité. Alors la connectivité, c'est important, c'est un gros sujet de mon projet, puisque, comme je vous l'ai dit, ma grand-mère n'a plus accès à Internet chez elle. Donc il n'y a pas de Wi-Fi sur lequel on pourrait se connecter. Il existe plusieurs types dans l'IoT de connectivité. Voici un peu un panel, peut-être pas exhaustif, mais un panel des solutions de connectivité qu'on a dans le monde de l'IoT. Alors, on a bien évidemment du Wi-Fi, avec derrière de la DSL ou de la fibre. Mais ça, c'est exclu, ça coûte 35 à 45 euros par mois. Elle est en zone dégroupée, donc c'est beaucoup trop cher pour juste cet usage-là, pour juste lui envoyer une vingtaine de photos peut-être par mois. À l'autre bout, on a les réseaux hertziens. Sauf que j'habite à des centaines de kilomètres de ma grand-mère, donc on ne pourra pas faire un réseau hertzien direct, mais il existe des réseaux hertziens spécialisés pour l'IoT. On peut citer deux technologies, LoRa et Sigfox. Donc LoRa est une technologie que vous pouvez utiliser sans licence. Sigfox est un service complètement intégré. Effectivement, il y a un coût, mais vous n'avez pas à déployer d'antenne pour recevoir des messages. LoRa est par exemple très adapté si vous avez besoin de connecter beaucoup de petits objets IoT à travers par exemple une usine ou un ensemble de bâtiments. Sigfox va être adapté dans beaucoup plus de cas puisqu'il y a une couverture pas mondiale mais sur de nombreux pays. Mais ces deux réseaux, LoRa et Sigfox, ont un gros inconvénient, c'est la quantité d'informations que l'on peut transmettre via ces réseaux. Alors il y a une vidéo sur le site de Sigfox qui explique très bien ça, je vous mettrai le lien en commentaire de cette vidéo-là, qui explique un petit peu la quantité d'informations que l'on peut transmettre via un réseau ici Sigfox, mais encore une fois, LoRa, on a globalement les mêmes contraintes. Et ce que vous pouvez voir, c'est que l'uplink, c'est-à-dire la quantité de données que l'objet IoT va pouvoir envoyer sur Internet, sur vos serveurs, est extrêmement limité. Ce sont des messages de maximum 12 bytes. On parle même pas de kilobytes, on parle vraiment de bytes, donc c'est vraiment très très peu d'informations. Et il y a un nombre maximum de messages par jour, en l'occurrence sur Sigfox, 140 messages par jour. Donc ça fait très très peu à la fois, et ça peut faire beaucoup. Vous avez ici quelques usages et la quantité d'informations. Donc on a le premier, c'est un point GPS qui est envoyé, une température. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses que l'on peut envoyer dans ces messages-là. Pour certains usages IoT, c'est tout à fait adapté. Pour moi, je dois envoyer une image. Alors même si j'ai pas besoin de lui envoyer une image 4K, c'est quand même une image. Donc je vais largement dépasser ça. Et ça, c'est que pour l'uplink, parce que si on regarde downlink, donc ce dont moi j'ai besoin vraiment, c'est-à-dire que l'objet IoT télécharge la photo, on est encore plus limité.
Donc vraiment le cas d'usage de ce type de réseau IoT est assez limité, peut être très performant pour certains cas d'usage, notamment pour des sensors, des capteurs qui sont déployés à large échelle, mais pas pour mon cas d'usage là. Donc qu'est-ce qu'on a finalement au milieu? On va avoir les réseaux 2G, 3G, 4G. Le problème de ces réseaux-là, c'est que si je dois payer entre 15 et 20 euros par mois pour avoir une carte SIM d'un opérateur connu en France, ben, ça va encore une fois, je trouve, me coûter trop cher pour le nombre d'images que je vais lui envoyer. Ça reviendrait peut-être à 1 euro la photo que je lui envoie. Pour 1 euro la photo, à la limite, je préfère lui envoyer une carte postale plutôt que de fabriquer un objet IoT et lui envoyer une photo par ça. Donc finalement, il faut trouver une autre solution pour pouvoir utiliser ces réseaux-là, mais pas avec le même coût. Et ça tombe bien parce que en fait, on a des offres de cartes SIM spécifiques pour l'IoT. Alors j'en ai trouvé deux dans mes recherches. Je ne connais pas les deux, j'ai pas de préférence, il en existe d'autres. C'est juste à titre d'exemple pour vous en donner plusieurs. Il y a Hologram et celle que j'ai retenue pour l'instant qui est Things Mobile. En fait, ce sont des opérateurs virtuels qui vont négocier avec les opérateurs locaux du pays un droit d'accès à leur réseau et qui vont vous packager une offre, en l'occurrence pour Things Mobile, où vous payez au méga envoyé. Alors, vous payez quelques centimes au méga, mais finalement, moi, ma photo, à chaque fois que je vais envoyer une photo, elle risque d'être inférieure à un méga. Donc ça veut dire qu'avec une vingtaine, trentaine de centimes, il faudra regarder le prix pour la France, ben, je vais pouvoir envoyer 2 ou 3 photos. Donc finalement, c'est assez rentable. Il n'y a pas d'abonnement mensuel chez Things Mobile. Donc c'est parfait pour moi parce que peut-être que l'été, je vais lui envoyer beaucoup de photos. Et puis en avril, je ne vais pas me déplacer, je ne vais pas lui envoyer beaucoup de photos. Donc c'est parfait pour moi. Pour information, ces opérateurs-là proposent aussi ce qu'on appelle des SIM on chip. Ça veut dire que, vous le voyez en fait sur l'écran ici, on peut carrément avoir une carte SIM sous la forme d'une puce que l'on peut directement embarquer sur son composant IoT sans avoir de carte SIM à l'intérieur de son objet. Donc ils offrent, ces deux opérateurs, une solution où je peux acheter la carte à l'unité, qui me va très bien pour ma grand-mère, et puis bien évidemment ils ont des solutions si vous voulez faire un déploiement à plus large échelle. Donc la connectivité, finalement, j'ai trouvé ma solution, ça va être la 2G, enfin la 3G et la 4G. Donc si on revient à mon choix de périphérique, finalement, en connectivité, si je pars sur le stick ou l'Intel NUC, je vais avoir besoin d'un routeur Wi-Fi. Ce qui me fait à la fois un achat en plus et à la fois un composant en plus que je vais devoir gérer, administrer, et à distance, c'est pas forcément facile s'il y a un plantage du routeur. Et la connectivité sur les bords d'Arduino et Raspberry Pi, eh bien ça dépend. Il existe des cartes, des composants en fait de 3G ou de 4G qu'on pourrait embarquer sur un Arduino ou sur un Raspberry Pi. Donc si on regarde ça, ben, en fait, ce choix-là est assez intéressant, mais ça dépend de plein de choses. Donc c'est à la fois très intéressant, à la fois j'ai pas envie de lui offrir ce qu'on voit souvent sur les projets IoT, c'est-à-dire des cartes qui sont avec des composants qui sont branchés sur des breadboards. Donc la breadboard c'est ça permet de brancher différents composants IoT avec des fils et des jumpers de connexion. Il faut que ça soit un objet que je lui offre finalement qui soit assez propre dans une jolie boîte. Et j'ai pas le temps, dans les quelques jours qui me restent avant Noël, eh bien, de fabriquer une boîte par exemple en impression 3D. Donc il faut que je trouve un périphérique IoT sur lequel j'ai tous ces éléments-là et sur lequel je puisse brancher ma connectivité. Alors quand je fais de l'IoT, en général, je pars sur l'IoT Dev Kit de Amicchip qui a énormément d'avantages. Tout d'abord, c'est le nombre de composants qu'il a intégrés. Il a une connexion Wi-Fi, Bluetooth, pas mal de capteurs de température, des boutons et un écran. Et il a une extensibilité qui est possible via des pins. Il reste à des prix assez corrects. Alors là, c'est les prix en dollars et expédiés aux États-Unis, mais c'est globalement une cinquantaine d'euros, tout compris pour la France. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de carte 3G, 4G dedans, et que si je voulais le rajouter, encore une fois, j'aurais probablement des composants, des fils, pas quelque chose qui est assez simple. Dans mes recherches, j'ai trouvé un produit que j'ai trouvé assez fantastique, qui est M5 Stack. M5 Stack, en fait, comme vous pouvez le voir sur cette image-là,
ce sont des modules préfabriqués. Hop là, ce sont des modules qui sont préfabriqués avec un Arduino et des modules supplémentaires. Donc on a le cœur que l'on peut acheter, donc qui est l'Arduino, une petite batterie, un écran, des boutons, avec un ESP32, donc ça veut dire que j'ai une connexion Wi-Fi et Bluetooth et que je peux commencer à faire des choses intéressantes dessus. Et ils ont un certain nombre de modules, et notamment des modules IoT et LTE, qui sont les modules qui m'intéressent ici. Ça veut dire que je vais pouvoir lui offrir une boîte qui a une apparence fermée, il n'y a pas de fil qui dépasse, il n'y a pas de connecteur qui dépasse, et à l'intérieur de ça, elle va avoir les boutons, l'écran et la connectivité 4G intégrée avec la carte SIM Things Mobile. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ce matériel. J'attends impatiemment de le recevoir pour pouvoir commencer à développer avec. Mais finalement, il y a plein de choses que je peux commencer à faire dès maintenant. Et ça sera l'objet des prochaines vidéos. On va faire l'architecture de l'application, puisque je vais avoir différents composants à développer. Donc on va essayer d'avoir une petite roadmap de l'architecture qui est à développer. On va parler coût, parce que avant de lui offrir, j'aimerais bien savoir combien ça va me coûter à la longue. Je vais déployer des services dans Azure pour connecter cet objet IoT. Donc on regardera comment on peut faire pour évaluer les coûts d'une solution Azure et les coûts d'une solution IoT, les différents composants qu'on va venir embarquer. Et puis on va commencer à coder, puisque c'est la beauté d'un certain nombre de services Azure que je vais vous montrer. Que même si vous n'avez pas encore reçu le matériel physique, vous allez pouvoir commencer à développer votre projet IoT sans matériel. Voilà, donc ça va être le sujet des prochaines vidéos. Pour être tenu au courant de la sortie de ces nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me suivre également sur Twitter, @cmaneux. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions ou s'il y a des choses que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos. Je tourne vraiment ces vidéos courant décembre, quasiment en même temps que je les publie, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, à bientôt sur Café Dev.